Et je me dis, mon Dieu, mais c'est ça être sur la bonne voie, en fait, tu vois. J'ai rien fait, en fait. Juste, j'ai ouvert et c'est venu. J'ai travaillé, bien sûr. Et c'est là où je me suis dit, j'ai bien fait, en fait, d'avoir pris le risque parce que ça marche, quoi. Et je pense que c'est ça, être à sa place, ce qui n'était pas du tout le cas, tu vois, quand j'étais salariée. J'avais toujours des luttes, des résistances, des obstacles, comme pour me dire, mais en fait, c'est pas du tout ton chemin, quoi. Il y a que des cailloux sur ce chemin, mais change. Et là, tu vois, c'est comme si je nageais dans un lac et, alors, des fois, il y a des rochers, bien sûr, mais j'arrive à les contourner, tu vois, c'est plus doux. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteure de Et si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter une nouvelle femme lumineuse dans le podcast. Sophie a commencé sa carrière dans les systèmes information RH, jusqu'à ce que son corps lui parle très fort. Alors qu'elle commence tout juste sa carrière et est salariée depuis seulement 2 ans, elle décide de tenter d'être heureuse en étant à sa place. Aujourd'hui, Sophie est auteure et praticienne en Ayurveda. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Sophie Benabi. Bonjour Sophie. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, j'ai trouvé en Inde un petit cœur en pierre avec un home dessiné dessus. Et c'est l'objet un peu que je garde avec moi quand je me sens un peu perdue ou que j'ai besoin un petit peu, tu sais, de me recentrer. Donc, c'est un objet, en fait, qui symbolise pour moi déjà l'amour avec la forme du cœur et la solidité, en fait. Donc, la solidité intérieure qu'il faut construire chaque jour et se le rappeler, en fait, à chaque moment où on a l'impression un petit peu de s'ébranler, tu sais, par les aventures de vie. Donc je dirais que c'est vraiment mon objet fétiche et celui qui me ressemble le plus. C'est très juste ce que tu dis parce qu'en effet, même quand on est à sa place, la vie nous envoie des épreuves ou des expériences à traverser. Et c'est vrai que savoir se recentrer, savoir comment se recentrer, c'est essentiel pour pouvoir continuer à tracer son chemin sans que la coquille valse sur la mer. Exactement, et se rappeler en fait que ça passe et que ça viendra pas forcément nous casser, nous réduire à néant, qu'en fait on peut tout à fait faire face à cette tempête qui passe autour de soi en fait. Exactement. C'est un peu ce que ça rappelle la pierre, je trouve. Ouais, les pieds ancrés dans le sol. Tout à fait, être bien ancré, exactement. Est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi ? Alors oui, j'ai toujours grandi en région parisienne, dans le 91. Et en fait, j'ai pas vraiment bougé de là. Donc, je suis très attachée à cette région parisienne. Et j'y suis, on va dire que j'y suis plus ou moins bien, mais je pars me ressourcer assez souvent à la montagne, en fait. Donc, j'ai besoin de cet équilibre entre la montagne et la région parisienne. La tête dans les nuages. C'est ça. Ouais. Mais en même temps, très ancré, tu sais, avec la montagne en face qui te rappelle qu'en fait, t'es tout petit et en même temps, t'es très grand, quoi. Tu fais partie d'un tout et j'adore cette union. Ouais. Et quel type de petite fille tu étais ? Oh, alors je pense que j'étais une petite fille très rêveuse, très créative. J'aimais bien avoir ma bulle dans ma chambre, tu sais, c'était un peu mon espace à moi où j'aimais dessiner, écrire, me raconter des histoires. C'était vraiment ma petite bulle. Donc je pense que j'avais besoin en fait, parce que j'ai toujours grandi avec des frères et sœurs, tu sais, une famille qui bouge beaucoup. J'avais besoin un peu de cet équilibre entre me retrouver toute seule et me nourrir avec la famille. Donc plutôt une petite fille assez équilibrée entre, je vais dire, la solitude et le fait d'être entourée, assez sage quand même, je pense. Je me suis jamais bagarrée ou quoi. Voilà, et quelqu'un qui aimait bien communiquer avec les autres en fait. Et quand tu étais petite fille, c'était quoi tes rêves pour plus tard ? Alors mon rêve, c'était d'être kinésithérapeute ou d'être écrivain.
J'ai toujours eu envie de soigner les autres ou alors de raconter des histoires à travers les pages et les mots. J'adorais les mots. J'aimais beaucoup écrire des poèmes. D'ailleurs, quand j'étais petite, je me souviens que j'écrivais des livres pour moi, tu sais, dans des petits cahiers. Là, j'écrivais des histoires pour me vider un peu la tête et parce que encore une fois, j'aimais bien la gymnastique des mots. Donc c'était surtout ça et parce que j'adorais masser. Donc je massais beaucoup ma mère, ma grand-mère et je pense que dans un petit coin de ma tête, j'ai toujours voulu soigner les autres avec tout ce qui est manuel, tu sais. Et du coup, au moment du choix de tes études, ça s'est passé comment pour toi? Alors, en fait, j'ai commencé par des études en école de commerce. Dans une spécialisation RH et c'était un petit peu, si tu veux, par un concours de circonstances parce que j'avais rencontré mon meilleur ami qui avait fait une école de commerce et du coup il m'en avait parlé et moi j'étais pas hyper sûre de ce que je voulais faire à ce moment-là et c'est un peu la voie, tu sais, la voie qui te permet en fait plus tard de créer comme une espèce d'entonnoir. C'est un peu pas la voie de garage, mais tu sais, quelque chose de très généraliste quand t'as un peu perdu l'école de commerce. Donc c'est ce que j'ai fait et en fait ça s'est vraiment, si tu veux, construit au fur et à mesure du temps, des opportunités, des rencontres. C'était un peu comme si j'envoyais une bouteille à la mer, je me disais écoute, de toute façon, je vais bien atterrir quelque part, j'ouvre grand les bras et puis on verra où j'atterris. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Et pourquoi les RH? Parce qu'en général, bon, souvent moi j'ai fait une école de commerce aussi Oui. et je sais que toutes les personnes que j'ai rencontrées en première année, c'était moi je veux faire du marketing, moi je veux créer ma boîte, moi je veux faire la finance. Les RH, c'était pas forcément, spontanément, c'était pas, j'ai rencontré personne qui m'a dit spontanément, peut-être une ou deux, parce que j'ai quand même 2 amis qui ont fait un master RH après, mais c'était pas, c'était vraiment anecdotique par rapport à toute l'école. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Alors, en fait, déjà parce que on me disait toujours que dans les RH, tu trouveras toujours du boulot. Tu sais, chargé de recrutement, au pire, tu fais du recrutement, tu auras toujours un peu une solution de secours. Donc, quelque part, ça me sécurisait. Et puis, parce que, comme j'ai toujours aimé l'humain, tu vois, la communication, tout ça, j'adore ça. Et je me suis dit, en fait, comme j'aime soigner les gens, mais que c'est compliqué de faire des études de kiné parce que je sais pas du tout ma branche, je vais peut-être prendre soin des gens en fait dans les entreprises avec les RH. C'est ce que je m'étais dit en fait. Pourquoi compliqué d'être kiné? Parce que je suis très nulle en maths. Donc du coup, je me suis dit des études de kiné, il faut forcément être très bonne en maths, en physique et j'aurais trop galéré quoi. Je me voyais pas. C'est-à-dire quand on y pense, c'est fou quoi. Ouais, c'est fou, hein, exactement. Et du coup, si t'es pas bon en maths, tu t'écroules, quoi. J'ai vu trop de personnes se casser la figure, faire kiné, justement, et ne pas réussir à cause de ça. C'est vrai, c'était vraiment d'un grand niveau. Ouais. Donc, du coup, tu sors d'école de commerce, tu commences, du coup, une carrière, RH. Alors, je commence une carrière dans les systèmes d'information RH, ce qu'on appelle les SIRH. Donc c'est un peu, si tu veux, les logiciels, tu sais, pour tout ce qui est paye en interne, pour tout ce qui est gestion du personnel aussi. Donc en fait, j'ai commencé dans un grand groupe. Alors pendant que j'étais en école de commerce, en fait, j'ai fait 2 années d'alternance dans un grand groupe de l'énergie. Et là, j'ai commencé à faire justement un peu de recrutement, à faire un peu de communication interne. Et en fait, ça n'embauchait pas derrière. À la sortie de mon alternance, j'arrivais pas à trouver du boulot. Et je me suis fait embaucher en fait en tant que, on va dire, ingénieur de système d'information RH. Et donc là, je suis montée en compétence dans le groupe. Mais c'était à mourir d'un ennui, mais vraiment. C'est-à-dire que j'étais au téléphone, je faisais un peu la centrale d'appel, tu sais. Et les personnes en interne te disent voilà, j'arrive pas à me connecter, est-ce que vous pouvez remettre à jour mon identifiant, ou je comprends pas comment il faut faire pour accéder à telle fiche. Enfin voilà. Moi je pensais pas que c'était ça du tout, je pensais que c'était un peu de la RH justement, donc je me suis un petit peu fait avoir. Oui, en fait pour eux c'était intéressant parce que tu avais la casquette métier, donc tu comprenais la problématique, mais oui, c'est en fait finalement c'était un peu le service client du logiciel quoi. Exactement, c'était ça. Donc j'ai eu le sentiment vraiment de me faire avoir, et en interne surtout ça se passait très mal parce que si tu veux, on n'était que des jeunes et on nous montait les uns contre les autres pour justement faire les meilleurs résultats, pour être la meilleure équipe. Et moi, je pensais pas que ça se passait comme ça, tu vois. Et donc il y avait une ambiance pourrie quoi, pourrie. Et j'avais qu'une envie, c'était partir vite en fait. Donc je suis restée, je crois 10 mois. Je suis même pas restée 1 an, tu vois. Sachant que bon, être le service client, ça peut être génial si c'est ce pourquoi t'es faite et si c'est ce qui t'anime. Mais si tu pensais faire autre chose, c'est là où en effet il y a mal donne quoi. Voilà, on m'a vendu du rêve et c'était un peu désillusionné, et puis c'était à la chaîne et c'est pas du tout ce que je voulais faire.
Et donc, quand tu as pris conscience que c'était pas du tout ce que tu voulais faire, qu'est-ce qui s'est passé? Alors après, j'ai changé d'entreprise parce que j'ai eu l'opportunité justement par une rencontre de rencontrer quelqu'un qui travaillait dans une autre entreprise des CRH, un plus grand groupe. Donc je suis rentrée dans ce groupe-là, je me suis fait embaucher et là, c'est là où j'ai vraiment été ingénieure donc j'ai fait des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus compliquées sur des logiciels. Mais pareil, en fait, de fil en aiguille, je me suis dit que c'était pas fait pour moi que j'étais pas du tout un profil technique, mais plutôt créatif, plutôt dans le soin, et qu'il fallait vraiment si tu veux, que je respecte cet appel-là de mon intuition et de mon corps, parce que je commençais à somatiser. Donc j'avais des problèmes de santé, j'avais des problèmes articulaires, je commençais à avoir la boule en ventre en fait à aller au travail, j'arrêtais pas de pleurer en rentrant du travail. Enfin, franchement, je devenais morne. J'étais en train de m'éteindre en fait petit à petit, et je me suis dit en fait, soit je continue comme ça parce que j'ai un salaire, la sécurité, j'avais un bon salaire. Ok, mais en fait, à chaque fois que je rentrais, j'avais pas envie de recommencer la journée, tu sais, le lendemain, hein, le truc un peu classique quand tu sens que c'était pas aligné. Et un jour, en fait, ça a été un peu la journée de trop. Je me suis écroulée en pleurs, mais comme jamais de ma vie. C'est-à-dire que j'ai pleuré, je te jure, j'ai jamais pleuré comme ça. Mais vraiment au point de plus avoir de voix, de plus avoir de larmes, asséchée comme un mouchoir. Et mon conjoint rentre dans la chambre, je me souviens, et il me dit, écoute, là maintenant, il va falloir que tu te bouges, que tu trouves une solution, parce que tu vas crever en fait. Tu vas tomber en dépression et ça va être très compliqué de te relever. Et ça a été vraiment un électrochoc. Et j'ai commencé à chercher, si tu veux, pendant mes heures de travail, je commençais à chercher. Et là, je suis tombée. Donc là, tu continues à bosser, mais en te disant que tu t'ouvrais à quelque chose d'autre, quoi. Je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Est-ce que je vais trouver? Je suis pas sûre. Mais en tout cas, je vais essayer. Tu t'es pas mis en arrêt maladie, tu as continué? Alors, pas à ce moment-là. Je me suis mis en arrêt maladie après, mais pas à ce moment-là, ouais. À ce moment-là, je continuais du coup à travailler, et en même temps, tu sais, sur les heures de déjeuner, tout ça, je commençais à chercher. Et puis, je suis tombée sur le mot Ayurveda. À l'époque, c'était pas très connu. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Où est-ce que t'es tombée dessus? Sur Internet. Comme ça. Comme ça, en cherchant, tu sais, des choses sur les soins. Au début, j'ai commencé par chiropraxie, éthiopathie, enfin tout ce qui est éthiopathe et tout ça. Et puis il manquait un truc en fait. Je sentais que je m'en approchais, mais c'était pas encore ça. Et puis je suis tombée sur le mot Ayurveda au fur et à mesure des recherches, tu sais. Et je me suis dit, tiens, il y a un truc là-dedans. Ça vient d'un pays étranger que j'aime beaucoup, c'est-à-dire l'Inde. Ça fait appel aux soins, ça fait appel à la spiritualité. On prend en compte l'écoute de l'autre. Il y a quelque chose qui est très profond dans l'Ayurveda, tu vois. Et ça m'appelle en fait. Il y a quelque chose qu'il faut que j'aille creuser. Donc j'ai commencé à acheter un bouquin là-dessus. Et puis, tu sais, je déroule les pages et je me dis, ah ouais, c'est ça, mais ça me parle trop. Et d'un coup de tête, je me dis, il faut que je parte en Inde. Tu vois, faut que j'aille en Inde. Faut que je trouve absolument un voyage pour aller sentir le pays et voir si vraiment ça résonne avec mes tripes. Et je te jure, par hasard, je tombe sur un déroulé d'un voyage par une association, mais qui correspond en tout point à ce que je voulais. J'appelle, ok, il y a de la place, vous pouvez venir. Et du coup, je m'envole en Inde en 2016, tout début 2016. C'était combien de temps après? C'était un mois après, tu vois, un mois après avoir découvert tout ça. Donc ça a été assez rapide en fait. Et je prends mes congés 2 semaines et puis je m'envole en Inde et puis la révélation, quoi. Et c'était quoi du coup le contenu de ce voyage? Alors, c'était justement une introduction à l'Ayurveda avec des ateliers. On allait aussi sur des endroits un peu sacrés, tu sais, en Inde, ce qu'on appelle la montagne d'Arunachala. C'est un endroit vraiment où tu fais un peu une sorte de pèlerinage, justement dans la montagne. Donc, il y avait tout un tas de recueils spirituels, un petit peu dans les ashrams aussi, où tu pouvais te recueillir, avec des activités, des massages ayurvédiques aussi. Donc, on a pu sentir un peu tous les soins ayurvédiques. Et voilà, une espèce d'introduction, tu sais, de mise en bain de l'Ayurveda, et en revenant, tu dis mais waouh quoi, c'est tout à fait ce que je veux faire. Et l'Inde, en fait, ça m'a pas du tout fait peur. Je me suis dit mais j'aime trop ce pays. Donc là, tu reviens en France, donc dans ton CDI, tu fais quoi? Et là, c'est la descente aux enfers parce que je me dis mais comment je vais faire quoi? Ça va être très compliqué. Déjà, j'avais peur au niveau de la sécurité parce que je quittais mon la sécurité financière. Ouais, exactement. Il y avait le côté financier. Est-ce que tu avais le côté aussi social?
Alors, j'y pensais pas tout de suite. Si tu veux, c'est pas la première chose qui m'a frappée. J'avais pas peur de ça tout de suite. C'était vraiment le côté financier, me dire, punaise, je dois reprendre des études alors que je viens de finir mes études. Je me suis tapé, 5 ans d'études, dont 3 en école de commerce. J'ai un prêt sur le dos parce qu'il faut que je rembourse mon école de commerce. Et en plus, il faut que je reprenne mes études, et puis qui étaient payantes et qui n'étaient pas données. Donc il y avait tout ça qui se mélangeait, et puis je me suis dit bon bah de toute façon il faut prendre des risques dans la vie, et il y a un moment faut que tu prennes la responsabilité de ta vie, quoi. Tu vas pas rester comme ça, être freiné, tant pis. Et donc mon conjoint m'a dit justement bah écoute, au pire si tu te casses les dents, moi je suis là, donc t'inquiète pas, on est une équipe, on fait ensemble. Moi je te soutiens, je préfère que tu essayes mais que tu sois heureuse que tu te complais dans une sécurité illusoire. T'avais quel âge? Alors j'avais 16 ans, 16 ans, n'importe quoi, j'avais 16 ans, j'avais 26 ans. Franchement, je suis hyper précoce. Ouais, c'est ça, je suis hyper précoce, j'ai tout compris. J'ai eu mon bac à 12 ans. C'est ça. Un petit peu trop tôt quand même. T'avais 16 ans dans ta tête. Voilà, exactement, j'avais 16 ans dans ma tête, mais 26 ans dans le corps. Ouais. Et je suis partie en 2017, en avril 2017, c'était mon dernier jour en entreprise. T'as pu faire une rupture co? Alors, ouais, entre guillemets. Oui, c'est ça. En fait, j'avais eu un rendez-vous avec la RH. Je te jure que c'est vrai, j'ai eu un rendez-vous avec le RH parce que je lui ai expliqué en fait ce que je ressentais par rapport aux missions. Il m'a dit, écoute, je suis désolée, mais de toute façon, je vais pas pouvoir te proposer mieux. Donc, en fait, soit tu pars, soit tu restes, mais il y aura pas mieux, quoi. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai pris ma décision aussi, parce que je savais que de toute façon, ça avancerait pas. Et en fait, j'ai repris mes études pendant que j'étais salariée. Donc ça a été la petite chose que j'ai fait aussi, si tu veux, pour trouver une conciliation entre la sécurité et l'aventure. J'ai quand même commencé à faire mes études d'Ayurveda avant de partir. Donc il y a eu 1 an de battement entre le moment où je suis partie et le moment où j'ai commencé mes études. Ok. Et est-ce que les études, du coup, c'était quel rythme? Alors la première année, c'était un week-end toutes les 3 semaines, à peu près un week-end par mois. Puis après, ça commençait à monter un peu plus crescendo. Et ça a duré 3 ans et demi pour les études. En plus, après, je suis partie en Inde pour faire des formations, si tu veux, avec les médecins en Inde, pour continuer à perfectionner mes connaissances. Et ça, pareil, je l'ai fait pendant mes études, quoi. Je me suis dit, il faut vite que je termine, que je fasse un condensé pour m'en sortir le plus vite possible, quoi. Parce que du coup, donc entre le moment, donc tu mets fin à ton contrat, t'as le droit au chômage. Entre le moment du coup où tu es au chômage et où tu lances vraiment ton activité, est-ce que tu commences déjà à lancer des choses? Ouais. J'ai commencé. Alors la première année de chômage, du coup, je me suis vraiment concentrée sur les études. Et en fait, après, justement, l'école nous a poussé à commencer à prendre des consultations au début. Tu sais, des choses assez basiques, faire la constitution ayurvédique, des choses comme ça. Et donc la deuxième année où j'étais au chômage, j'ai commencé en fait à ouvrir mon cabinet et à prendre des consultations. Et puis j'ai bossé un peu sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, sur un peu Instagram, Facebook. J'ai commencé en fait, si tu veux, à développer un peu tous ces outils-là, parce que je sentais intuitivement que j'allais en avoir besoin. Ouais, t'as lancé le truc en te disant on verra bien ce qui se passe. Ce qui se passe, exactement. Ouais. Je faisais confiance en fait, j'avais pas peur. C'est drôle. Hein. Ouais, c'est important. Hein. Oui, puis de toute façon, t'as pas le choix en fait. Faut y aller à fond, et c'est ça où tu reviens au salariat. Et c'était hors de question que je fasse machine arrière, parce que je savais ce qui m'attendait en fait. Ouais. Mais je voulais plus. Et pour ceux, du coup, t'en as parlé rapidement des soins ayurvédiques, mais pour ceux qui connaissent pas du tout, est-ce que tu peux nous en parler plus, les bienfaits, Oui, bien sûr. Alors peut-être que vous connaissez le massage Abhyanga. C'est vraiment le massage, on va dire, le plus connu de la pratique ayurvédique, un massage à l'huile chaude. Et ce sont des massages en fait qui viennent vraiment en profondeur s'adresser aux muscles, ce qu'on appelle les canaux, les shrotas en Ayurveda, les canaux du corps, pour les réveiller, pour les équilibrer. On vient s'adresser au mental, à l'âme aussi. On dit qu'on masse l'âme à travers le massage ayurvédique, c'est très beau. Et en fait, on a toute une panoplie de soins. Peut-être que vous connaissez aussi, ça s'appelle le Shirodhara. C'est une coulée d'huile sur le front avec un pot en cuivre et de l'huile chaude qui coule sur le front et qui vient en fait faire des va-et-vient sur le front. Et on vient en fait travailler sur des points un peu comme l'acupuncture en médecine chinoise. Nous, on a ce qu'on appelle les marmas, des points d'énergie. On en a par exemple au milieu du front et on vient faire la coulée, tu vois, sous forme
de cercle, et ça vient en fait s'adresser justement au système nerveux, à l'hypophyse, au cerveau, voilà. Et on a vraiment plein de soins comme ça qui viennent travailler toujours sur le corps et sur l'esprit. On a toujours cette double dimension en Ayurveda. Et toi, par rapport à justement au chakra, par rapport à tout ça, qu'est-ce qui t'a attiré Alors en fait, moi, ma grand-mère, c'est quelqu'un qui a toujours utilisé les plantes, les pâtes de plantes, les huiles, les infusions, les épices. Et en fait, j'ai toujours été soignée comme ça. Par exemple, quand j'avais des otites, tu vois, elle nous mettait de l'huile. Et ça, j'ai appris que c'était ayurvédique. Elle mettait de l'huile chaude dans les oreilles et de l'ail qu'elle faisait affuser dans l'huile et elle mettait dans les oreilles, en fait. Donc, en fait, si tu veux, j'ai toujours été un peu baignée dans cette espèce de culture ayurvédique, mais par rapport à mes origines qui sont kabyles. Et du coup, en fait, quand j'ai commencé à approfondir l'Ayurveda, je voyais, si tu veux, des consonances un peu avec mes origines kabyles en quelque sorte, et de voir justement qu'on utilisait les outils de la nature pour pouvoir soigner l'être, ça a tout de suite matché en fait. Et je me suis dit, pour moi, c'est comme ça qu'il faut soigner un être. En fait, c'est avec les choses que la nature nous donne. Et ça a déjà été cet appel-là, si tu veux, l'appel des tripes et des origines. Et après, je me suis dit, je vais aller apprendre. Et en fait, pour moi, c'était tellement pertinent et logique que, tu vois, fallait que j'utilise ces soins-là, quoi. Et clairement, l'Ayurveda, bon, à l'époque, c'était pas très connu. Comment ils ont réagi donc ton chéri t'a soutenu, mais comment ils ont réagi ton entourage? Alors, ma mère, elle l'a très bien pris. Je pense du fait aussi qu'on a été un peu béni dans cette culture-là des soins. Donc, elle m'a dit, tu prends des risques, c'est sûr, mais si dans un an, ça marche pas, de toute façon, il faut absolument que tu redeviennes salarié, mais bon, t'as fait tes études, donc c'est pas grave. Tu vois, elle avait pas peur en fait. Pour elle, de toute façon, même si ça marchait pas au bout d'un an, j'allais pouvoir retrouver un travail dans les SIRH ou dans le recrutement, ou que sais-je. Et ma grand-mère, elle captait pas trop, si tu veux, le danger un peu de la situation. Pour elle, c'était bon, quoi. Bon, c'est pas grave, tu sais ce que tu fais. Donc en fait, non, on m'a jamais dit attention à toi ou tu vas te planter. Non, j'ai été soutenue tout de suite en fait par la famille. Et tes amis, notamment d'école de commerce, où pour le coup, on en Ouais, est eux quand ça. même. Ouais. Alors eux, c'était chaud quand même parce que ils avaient vraiment peur que je me casse les dents parce que tout le monde venait de trouver un travail aussi. Tu vois, c'était quand même assez récent. Il y en a beaucoup qui m'ont dit mais là, t'es sûr, tu viens à peine de commencer à travailler. Ouais, attends un petit peu quand même, c'est trop prématuré. Donc j'étais un petit peu moins soutenue par les amis, ouais, qui avaient un petit peu plus de peur, mais je pense que c'était leur projection à eux, tu vois. Ouais. Donc je me suis dit bon, si mon conjoint il me soutient, ma famille me soutient, et puis moi je sais ce que je fais, donc de toute façon c'est ma vie et on y va quoi. Comment ça s'est passé le premier soin que tu as partagé, enfin que tu as fait? Alors le premier soin c'était un massage. En fait, j'avais demandé si tu as des cobayes de venir, donc de les masser pour m'entraîner sur le protocole. Et ça s'est bien. Ah oui, ça s'est super bien passé. Mais en fait, la personne a pleuré après le soin. Donc c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ça allait plus loin, si tu veux, qu'un simple massage et que ça venait un peu décoller les émotions de la personne. Mais du coup, moi, j'étais un peu, je savais pas quoi faire de ces pleurs, si tu veux. Donc ça a été un petit peu déstabilisant. Mais c'est là où j'ai compris la dimension aussi émotionnelle du massage, du coup. C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai fait un soin. Alors c'était des soins mais chinois cet été et j'y suis retournée là il y a une semaine et ils m'ont dit mais vous êtes déjà venue. J'ai dit oui, je suis venue cet été et tout, et en fait ça a été incroyable parce que j'ai pleuré après pendant mes 3 heures, un peu comme ce que tu décrivais tout à l'heure sur le fait que je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer, mais un truc mais vraiment incroyable. Et la personne qui était en face de moi je la sentais gênée. Je dis non, mais vous inquiétez pas, c'est qu'en fait, il y avait besoin de libérer quelque chose. Donc, exactement. Donc en fait, il y a aucun souci. Mais tu sentais qu'ils étaient gênés. Mais oui, parce que tu sais pas comment réagir, tu sais pas quoi dire, tu sais pas comment accompagner. En fait, il y a juste à laisser passer, quoi. La personne, elle évacue et juste tu accueilles dans la bienveillance. Et puis, c'est que ça avait libéré un nœud et que là, tout était en train de partir. Et l'importance, de laisser aller les émotions. Et c'est ça. Et c'est là où on voit que c'est vraiment un nettoyage, en fait, le massage. Quand il est bien fait, en fonction des techniques qu'on va utiliser, c'est un nettoyage et on vient décoller des somatisations sur certains organes clés, quoi. Et la personne qui te masse, normalement, elle doit le sentir au moins, tu sais où ça se passe. Peut-être qu'elle le sentait et elle accompagnait ça pour... clairement. La nana, elle me disait, mais là, je sens... il y a un endroit,
Ouais, et je dis: «C'est quoi cet endroit?» Elle me dit: «Bah, c'est le lieu du choix». Je fais: «Ah ouais, c'est ça, ouais». Ah, c'est C'est beau, exact. tu vois? Ouais, C'est fou, ouais, hein? ouais, C'est c'est fou fou. et puis c'était un moment dans ma vie très, très particulier et ouais, clairement, tu avais ma Ça petite m'étonne voix pas. qui me parlait, tu avais le mental qui me parlait C'est et ça. Et normalement, même, tu as des flashs pendant le massage. Enfin, tu vis le truc, en fait. Normalement, ouais, un massage, tu dois pas juste dormir et tu c'est sais, il y ça. a des gens qui s'endorment. On dit en Ayurveda que c'est quelqu'un qui fuit son corps. Il faut être Ah vraiment ouais? conscient et ne pas s'endormir Ah, quand c'est tu te fais masser. fou, Ouais, hein. parce qu'il faut que Oh, tu vives l'expérience. c'est fou que tu dis ça parce que bon, enfin, je connais quelqu'un qui s'est endormi dans le même type de soins Ah, mais ça me parle énormément. C'est bah, elle a pas dû vivre pareil que toi, je pense, cette personne. non, bah clairement Ouais, pas. ouais, c'est ça. Ça c'est Elle a certain. fermé la Ouais, porte, en fait. C'est ça qui est c'est dommage. ouais. Bon après, Bien sûr, chacun vit chaque l'expérience à sa chacun façon. son histoire Tout à fait. et donc là du coup tu lances ton cabinet. Concrètement, c'est quoi du coup ta vie, ton quotidien, tes Alors du coup projets? alors du coup, je lance mon cabinet donc à la maison parce que j'avais pas encore, les moyens, si tu veux, de prendre, un cabinet. Puis je me suis dit qu'en fait, c'était mieux dans mes énergies à moi, chez moi. Donc je commence en fait à ouvrir des consultations et en fait, ça commence à marcher tout de suite, ce qui est assez drôle. Donc ça commence à marcher tout de suite, c'est-à-dire que je commence à avoir des réservations, en sachant qu'avant ça, tu sais, j'avais commencé à travailler sur les réseaux sociaux, donc Ouais. j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube pour expliquer ce que c'était l'Ayurveda et à cette époque-là, il y en avait pas beaucoup des vidéos. Donc en fait, je pense que ça a permis d'avoir tout de suite de la visibilité et c'est comme ça que les gens ont commencé à me connaître, à prendre des consultations à distance, à prendre des consultations au cabinet. J'avais des massages, des réservations de soins. Donc la première année, voilà, le cabinet se remplit petit à petit et un jour, je reçois un appel parce que ah oui, j'ai oublié de dire, je commençais aussi à écrire des e-books sur l'Ayurveda. Donc des livres en ligne pour expliquer voilà comment tu fais pour adapter ta routine sur les saisons. Et là, je reçois un appel et une maison d'édition m'appelle et me dit voilà, on a vu vos e-books passer, on est très intéressés pour que vous puissiez en fait les adapter en format livre. Moi, je tombe des nues, je me dis punaise, c'est une blague et je leur dis oui tout de suite, tu vois. Et du coup, j'adapte mes e-books en livre au bout de la deuxième année d'activité, quoi. Et je commence à rentrer donc dans une maison d'édition suisse. Et là, le livre commence à se classer premier des ventes, tu vois. Et je commence à me faire connaître comme ça en fait. Et l'effet boule de neige commence à se mettre en place. Et je me dis mon Dieu, mais c'est ça être sur la bonne voie en fait, tu vois. J'ai rien fait en fait, juste j'ai ouvert et c'est venu. J'ai travaillé bien sûr, Oui, mais j'ai ouvert. Mais je veux dire, j'ai t'étais à travaillé ta main. place. Ouais, voilà, c'est ça. Mmh. Et c'est là où je me suis dit, bah j'ai bien fait en fait d'avoir pris le risque parce que ça marche quoi. C'est ça qui est fou, hein. Enfin, tu vois, moi, je le vois. Aujourd'hui, j'ai interviewé plus d'une centaine de personnes, et puis je le vois même sur moi-même, en fait. C'est un truc de malade parce qu'en effet, quand t'es à ta place, t'as vraiment cette espèce d'alignement des planètes. Alors évidemment qu'il y a du travail et tout, Oui, il y a du mais il travail, y a bien un sûr. truc qui fait que ça se passe, ouais, naturellement. Tu vois, Oui, on lutte pas en fait. Enfin, exactement. tu peux lutter contre toi-même pour te dire bon, faut que je fasse mieux, faut que j'améliore certaines choses et tout ça, mais il y a quand même une certaine fluidité qui te permet de te dire que tu peux avoir confiance en fait et que ça se déroule et je pense que c'est ça être à sa place, ce qui était pas du tout le cas, tu vois, quand j'étais salariée. J'avais toujours des luttes, des résistances, des obstacles, comme pour me dire mais en fait c'est pas du tout ton chemin quoi, il y a que des cailloux sur ce chemin, mais change. Et là tu vois, c'est comme si je nageais dans un lac et alors, des fois il y a des rochers bien sûr, mais j'arrive à les contourner, tu vois, c'est plus Ouais. doux. Ouais, c'est fou, hein. Et donc là, tu sors ce livre. Oui. T'en as écrit d'autres depuis? Alors, donc il y en a 2 que j'ai sortis, chez cette maison d'édition. Il y en a un autre que j'ai sorti sur l'alimentation ayurvédique aux éditions Le Duc et il y en a un 4e qui vient de sortir, un 5e pardon d'ailleurs, 5e qui vient de sortir, sur la beauté ayurvédique et un oracle aussi qui va sortir sur l'ayurveda. Donc après, tu vois, c'est assez, C'est quoi la beauté? Alors, l'alimentation, c'est donc forcément, enfin, si mes connaissances sont bonnes, c'est manger par rapport à qui tu es, par rapport exactement, à. c'est ça. En fait, l'alimentation ayurvédique, c'est manger en fonction de ta constitution ayurvédique. Donc en fait, en Ayurveda, on part du principe, tu vois, qu'on est composé des mêmes éléments que ceux de la nature. Il y a toujours cette correspondance avec la nature et ça forme en fait des constitutions, donc ce qu'on appelle des alliances de dosha. Je sais pas si tu veux que je les explique, mais Si, si, bah oui, oui, avec plaisir. ok. Alors il y a le feu, l'eau, la terre, l'air et l'espace. Donc ça, c'est les 5 éléments. Et ces 5 éléments, on va les regrouper par paire.
donc par paire d'énergie. Et c'est ce qu'on appelle les doshas. Les doshas, c'est ce qui va en fait absolument régir tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous et dans notre mental. Par exemple, les mouvements quand tu vas avoir une idée, quand tu vas communiquer avec quelqu'un, ou encore les mouvements sanguins, les mouvements de lymphe. Bah ça, c'est l'air et l'espace, par exemple. Donc à chaque fois qu'il va y avoir un mouvement, par exemple, c'est cette énergie-là, ce qu'on appelle vata. Et en fait, ces doshas-là vont donner ce qu'on appelle des constitutions, des terrains, en fait, si tu veux, avec... Ah, tu m'entends, Charlotte? Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. Avec des forces et des faiblesses. Et l'alimentation va justement être en adéquation avec ces terrains. Donc par exemple, si je prends quelqu'un qui est très feu, qui est donc pitta, donc avec beaucoup de feu et d'eau, va pas du tout aller vers une alimentation qui va être trop piquante ou trop acide ou trop salée, parce que c'est cette alimentation-là qui va en fait augmenter son feu. Et en Ayurveda, on dit que c'est les opposés qui équilibrent. Donc on va aller plutôt sur une alimentation un peu plus amère, un peu plus sucrée, un peu plus astringente pour justement apaiser son feu intérieur et éviter les inflammations qu'elle peut du coup développer beaucoup plus que d'autres constitutions si tu veux, parce qu'elle a beaucoup de feu. Et c'est pareil pour les activités qu'elle va faire. Donc l'alimentation ayurvédique va tenir compte de ça. Des déséquilibres aussi que tu peux avoir, parce que tu peux être très feu mais avoir beaucoup de déséquilibre air, donc par exemple être très sèche, avoir la peau très sèche, avoir du mal à t'ancrer, avoir du mal à dormir, perdre beaucoup de poids par exemple. Là on dit que t'as l'air et l'espace qui va augmenter à l'intérieur, et donc il va falloir que tu adaptes aussi ton alimentation par rapport à ça. On utilise beaucoup les épices aussi pour contrebalancer, si tu veux, la lourdeur de certains éléments. Par exemple, un exemple que j'aime bien donner, c'est le fromage. Quand tu manges un morceau de fromage, c'est lourd, c'est humide, ça t'ankylose. Si t'as pas un bon feu digestif, ça va créer des toxines. Du coup, tu vas mettre des épices dessus. Par exemple, du curcuma qui va assécher. Tu peux mettre du thym, tu peux mettre du romarin, des choses aussi qui vont booster ton foie pour que tu puisses bien absorber, si tu veux, la lourdeur du fromage. Et c'est toujours comme ça, en fait, on va toujours créer des compositions qui s'équilibrent dans l'assiette. Génial. Et la beauté? Et la beauté ayurvédique, c'est un peu pareil. En fait, on a la constitution, si tu veux, tu as ton terrain ayurvédique, et après, ta peau peut avoir son propre terrain. Par exemple, tu peux être très feu, mais avoir une peau très sèche. Voilà, une peau très sèche, très fine, donc plutôt vata. Et donc là, tu vas composer en fait tes soins sur mesure en partant de la compréhension de ton terrain. Donc pareil pour tes cheveux, ils peuvent avoir leur propre terrain. Donc dans ces ouvrages, en fait, j'explique, tu vois, avec des tests, tu fais des tests, tu comprends quel est ton terrain. Donc tu comprends par exemple les faiblesses et les besoins de ta peau et de tes cheveux. Et tu crées tes soins sur mesure, en fait. C'est toujours du sur mesure. Et l'oracle, du coup, que tu vas sortir, donc un petit mot pour ceux qui connaissent pas les oracles. Alors, en fait, un oracle, si tu veux, c'est comme un espèce de jeu de cartes où tu vas avoir une guidance. Donc, tu vas émettre une intention, par exemple, pour ta journée. Tu vas dire, voilà, sur quoi est-ce que je dois travailler aujourd'hui ou quel est le message du jour. Tu vas tirer une carte en conscience et puis tu vas avoir, en fait, la carte avec le dessin. Donc, déjà, rien que par la lecture de la carte, tu vas avoir plein de détails qui vont te sauter aux yeux, qui vont normalement répondre à ce que tu demandes. Et puis après, tu vas sur le petit livret qui est donné, puis tu lis un peu les conseils, la description de la carte pour justement pouvoir répondre à ton intention, à ton besoin ou à ton éclaircissement, ta demande d'éclaircissement. Et donc c'est vraiment un compagnon de route, mais de façon ayurvédique, tu vois, avec des conseils ayurvédiques, des conseils aussi en termes de développement personnel. Donc c'est vraiment j'ai vraiment pensé comme ça, quoi, comme un compagnon que tu peux utiliser pour la journée, pour le mois ou voire même pour l'année. Il sort quand? Alors, il sort en mai 2023. Ok, donc un peu de patience encore. Encore quelques mois. Ouais. Et du coup, les dessins, ça c'est toi qui les as fait ou tu as fait la maison d'édition a trouvé quelqu'un? Alors, j'ai fait appel en fait à quelqu'un que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux. Et donc on a travaillé de concert pour créer ces illustrations ensemble. Il est fini du coup l'oracle ou pas encore? Il est terminé. Ouais. Non, je viens de terminer la maquette aujourd'hui du manuscrit qu'on a envoyé à la maison d'édition. Il y a encore quelques allers-retours si tu veux pour corriger. Après c'est fini. Génial. Ouais, parce qu'en fait, on n'imagine pas. Enfin, moi, je sais que mon livre, je l'avais rendu en décembre. Il était sorti en avril. Oui. Et mais du coup, t'es quand même beaucoup plus en avance parce que moi, on avait signé le contrat avec la maison d'édition en septembre. J'ai rendu le manuscrit en décembre et le livre est sorti en avril. Oh la vache. Ah ouais.
ça a été un C'était bon. hyper court. Oh là Ouais. là, oui, c'était un bon marathon, exactement. Ouais. Après, moi, j'avoue que, enfin, tu vois, quand j'ai fait mon TEDx, là, c'est la bonne nouvelle. Il est enfin sorti. Oh, On est le 20... magnifique. Ouais, on est le 29 Oh, septembre. bravo. Ouais, il est enfin en ligne depuis hier soir. Ah bah, j'irai le voir. Et ouais, tu me diras. Avec grand plaisir. Et en fait, ouais, j'ai eu un mois pour me préparer, mais finalement, je me dis Un mois. que, ouais, c'était rien du tout. Mais avec Ah, du c'est pas recul, tu beaucoup. vois, finalement, le fait que ça a été court, ça fait que j'ai pas non plus stressé pendant hyper longtemps. Et Je c'est comprends. Et puis tu donnes ton meilleur du coup, parce que t'as pas beaucoup de temps exactement. non plus. Voilà, Ouais, tu puis te tu te prépares à fond. connectes, Ouais. enfin, je pense que ça te parle, mais t'as l'impression, enfin, tu produis quelque chose, mais t'as Oui, l'impression que c'est pas toi qui l'as produit, que ça vient c'est ça. d'autres, que c'est Exactement. connecté avec quelque chose de plus T'as grand des que toi, quoi. intuitions, des Ouais. impulsions, des idées qui te viennent. Ça, c'est magnifique. Et tu relis le truc et tu dis, c'est pas moi C'est pas qui moi l'ai qui l'ai écrit. écrit, C'est oui. ça. Je crois qu'on a tous ce truc-là, ouais. C'est, Exactement. Ouais, bah, c'est ça, on dit on peut se connecter à ses ancêtres, ou tu sais, à des guides pour aider à écrire, quoi. Ou ta conscience un peu plus élevée. et là, aujourd'hui, enfin, tes comptes sur les réseaux sociaux, c'est les aventures vertes de Sophie. Oui, Pourquoi les exactement. aventures vertes? Alors pourquoi? Parce que avant, en fait, si tu veux, d'être dans l'Ayurveda, j'avais eu l'idée d'écrire un blog et le mot vert, en fait, c'était parce que je voulais diffuser des messages d'espoir, des messages du cœur. Et en fait, la couleur du cœur, bah, c'est la couleur verte. Et la couleur du chakra, tu sais, du cœur. Ouais. Le vert, c'est aussi la nature, c'est la liberté. Et pour moi, c'est l'amour, en fait. Quand je vois l'amour, tu sais, quand je regarde la nature, un paysage, et que je vois tout cet amour, et ben, c'est le vert qui sort, si tu veux. Donc, je me suis dit, voilà, je vais dire les aventures vertes, et les aventures parce qu'en fait, je savais pas trop où j'allais. Et j'avais envie de partager un peu tout ce cheminement de vie. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé comme ça, les aventures vertes de Sophie. Et donc là, aujourd'hui, donc on est quelques années après, Oui. c'est quoi, du coup, ton quotidien? Alors mon quotidien aujourd'hui, c'est de toujours écrire. Donc j'écris, j'ai toujours ces projets d'écriture, hein. Bah tu vois, depuis toute petite, j'ai toujours voulu écrire, donc j'écris beaucoup et je crée des formations en ligne pour justement en fait aider les personnes à utiliser les outils ayurvédiques afin de mieux comprendre leur personnalité, leur terrain, leur santé. Donc c'est surtout ça, beaucoup de création en fait par sur l'ordinateur, hein. J'ai un peu plus stoppé les consultations. J'en fais toujours, mais je suis un peu moins appelée par ça, si tu veux. Là, aujourd'hui, c'est plutôt par le fait de transmettre. Beaucoup de transmettre. Partager au plus grand nombre plus C'est ça. que, ouais. En individuel, ça m'appelle moins aujourd'hui, en fait. Comme si j'avais passé peut-être un cap aussi, et parce que c'est plus vivant aussi, je trouve, de partager en groupe. Et financièrement, tu arrives à commencer par rapport à ton métier d'avant? Ah bah, je gagne beaucoup mieux ma vie qu'avant. Et alors, ce qui est très dur en fait quand tu es à ton compte, c'est qu'il y a des mois où tu vas bien gagner, des mois où tu vas moins bien gagner. Donc il y a encore cette idée, si tu veux, de stabilité qui n'est plus du tout la même. Qui au début j'ai eu beaucoup de mal avec ça parce que j'avais toujours, tu sais, un peu les réflexes du salarié, d'avoir mon salaire tous les mois. Et il y a des moments où tu sais, parfois par exemple, tu fais un lancement de formation, tu vas gagner beaucoup, et puis le mois d'après, comme t'es plus en lancement, tu vas beaucoup moins gagner. Et ça crée un peu des peurs en fait. Mais ça fait partie du jeu de l'entrepreneuriat. C'est comme ça en fait, et il faut l'accepter. Et c'est d'autres mécanismes en fait, si tu veux, à accepter en fait quand t'es plus salarié. Donc ça, parfois, j'ai encore un peu du mal, mais je sais que ça fait partie du jeu de l'entrepreneuriat, que j'ai pas le choix, quoi. Et Mais ça si t'as... te met en sécurité parfois. Oui, clairement, ouais. Enfin, ouais, c'est pas tous Ça les peut mois. parfois. Au mois C'est ça. d'août, il y a moins de clients, Oh punaise, forcément. oui. Pendant les vacances et pendant les fêtes de fin d'année, tu sais, parfois quand tout le monde part en vacances, il y a des moments comme ça où c'est peut-être un peu moins fluide, mais ça se prépare, ça se travaille, et c'est, voilà, c'est comme ça. Ouais. Et tout à l'heure, tu disais que tu avais été en arrêt maladie. Ouais. À quel moment, du coup, tu t'es arrêtée? En fait, avant de changer alors, dans la société, dans le deuxième contrat que j'avais eu, si tu veux, ils m'ont fait changer d'entreprise parce que c'était des contrats par entreprise. Tu travailles chez le client, en fait. Oui, t'étais consultante. Exactement, c'est Ouais. ça, exactement. Et avant de changer d'entreprise en interne, j'ai eu en fait une inflammation du genou. Mais je sais pas comment j'ai eu ça. Il y a mon genou qui a commencé à enfler et je pouvais plus du tout marcher. Donc je me suis fait arrêter en béquille et tout. Et je suis restée, je crois, 3 semaines à la maison. Et en fait, à ce moment-là, j'ai reçu un mail de mon responsable qui m'a dit, bah Sophie, je suis désolée, mais on va pas pouvoir te garder sur la mission et il va falloir que tu changes de mission. Donc
tout a commencé à s'écrouler en fait au moment où j'ai eu mon arrêt maladie. Donc c'est pas, si tu veux, moi qui l'ai demandé cet arrêt maladie, c'est un peu la vie qui me l'a mis sur le chemin. Et c'est comme ça que en fait, c'est pendant cet arrêt maladie que j'ai pu un peu, si tu veux, prendre la décision de partir. S'il n'y avait pas eu cet arrêt maladie, j'aurais pas pu faire ressortir toutes ces émotions que j'avais enfouies. Tu sais, de se dire, bah non, mais il faut que je continue, je fais semblant. Bah non, pendant l'arrêt maladie, c'est non, mais non, il faut que je regarde la réalité en face, ça me va pas, ça me convient pas. Et le fait de s'arrêter, justement, tu permets aux émotions de ressortir. Donc vraiment parfait. C'était un arrêt maladie de combien de temps? De 3 semaines. En fait, c'est rigolo parce que, alors là, bon, en l'occurrence, c'était un arrêt maladie, mais souvent, il ressort que les personnes prennent conscience que leur vie ne va pas pendant les vacances parce que justement, c'est ces moments de pause où tu te dis, où tu retournes après à la vraie vie, entre guillemets, enfin, à la vraie vie, à la vie courante, et tu dis, non, mais en fait, je veux plus ça. Je veux plus ça, exactement. Ouais. Mais quand t'es dans la course, tu peux pas prendre conscience en fait. T'as pas le détachement nécessaire. C'est tout à fait ça. Soit c'est un arrêt maladie, soit c'est ton corps qui te lâche de toute façon et tu peux plus et voilà burn-out, ou alors vacances quoi. Ouais. Comment t'écoutes ton intuition? C'est beaucoup par le corps. Mon intuition, ça va être beaucoup par le corps, un peu kinesthésique, tu vois. Il y a des intuitions un peu kinesthésiques comme ça, où tu vas voir quand t'as des frissons, ou quand le ventre, tu sais, va faire des espèces de petits remous, ou quand tu sens que la respiration s'expand, tu vois. Là, je sens que mon corps parle et que du coup, je me connecte en fait au message un peu plus inconscient de mon esprit. C'est comme ça que mon intuition s'adresse à moi. C'est plus par le corps. Ou alors, des fois, ça va être des flashs. Ah ouais, il faut faire ça. Ou des mots. Ah ouais, j'entends ça, il faut faire ça, tu vois. Voilà. C'est comme ça que je me connecte. Comment tu célèbres tes réussites? Par des apéros. J'aime beaucoup faire des apéros pour festoyer. Et sinon, j'aime beaucoup écrire aussi mes gratitudes. Donc surtout par les gratitudes. Alors soit je vais faire, c'est pas une prière religieuse, mais tu sais, je me connecte un petit peu, puis je me dis merci la vie de m'avoir envoyé ça. Ou alors je vais l'écrire parce que en fait tous les matins j'aime bien écrire un peu les gratitudes du jour, les gratitudes qui se sont passées pour la journée d'avant. Et voilà, j'écris de cette manière. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Bah quand j'avais l'impression de perdre pied en fait. Quand j'avais l'impression de perdre pied, je me suis dit tu sais quand j'ai eu ce moment là où je pleurais beaucoup, je me suis dit en fait moi aussi j'ai droit au bonheur et pourquoi pas justement commencer. Au moment où je me suis dit pourquoi pas essayer, pourquoi pas moi au final. Pourquoi pas essayer, pourquoi pas espérer, rêver et pourquoi pas réussir. Tout simplement. On essaye et on verra. Et d'ailleurs, c'est quoi pour toi la réussite? Pour moi, la réussite, c'est déjà c'est écouter l'intuition, c'est-à-dire respecter en fait les messages de son être. Donc respecter ça. C'est bien sûr ressentir en fait la dose de bonheur en faisant les choses. Tu sais quand t'es à ta place et que tu fais des choses qui te nourrissent, qui te donnent de la joie, où t'as le sourire, t'as le smile, tu sais des choses qui s'expliquent pas comme ça. Tu sens que t'es dans des bonnes vibes. Pour moi, c'est ça la réussite. Et quand t'arrives aussi à le partager et à nourrir le bonheur des autres de cette manière, parce qu'on dit que le bonheur est contagieux, comme le malheur aussi en quelque sorte, et quand t'arrives aussi à insuffler un peu du bonheur par ton propre bonheur, pour moi, c'est ça réussir, tu vois. Et voilà, c'est contaminer le monde positivement en fait. Et d'ailleurs, est-ce que, comme tu es devenue une boule d'énergie positive, tu t'es ouverte, est-ce qu'il y a des personnes dans ton entourage du coup dont tu t'es éloignée? Oui. En fait, oui, beaucoup. Ça a énormément fait le tri, notamment dans mes amitiés. J'ai perdu beaucoup d'amis de cette manière. Parce que c'était plus en phase en fait avec mes énergies du moment. C'était beaucoup de personnes que j'avais rencontrées aussi dans le salariat, qui avaient d'autres vibes si tu veux. Et du coup, ça a fait comme des coupures. On se comprenait plus en fait. On n'était plus trop dans le même monde. Et puis moi, je vibrais d'une autre manière. Donc ça marchait plus en fait. C'est vrai que il y a eu un gros tri et je me suis retrouvée à un moment un petit peu seule en fait par rapport à tout ça, par rapport à ce changement-là, tu vois. Comme s'il fallait que si tu veux que je recommence tout à zéro, même dans les amitiés. Il y en a quelques-unes qui ont survécu, mais c'est pas la majorité. Ouais. Donc, pas et mal aujourd'hui, du coup, tu as attiré à toi des personnes... D'autres personnes, ouais. D'autres amitiés. Alors, c'est vrai que plus de personnes dans l'entrepreneuriat, du coup, avec qui ça matche plus aussi, parce qu'on
c'est d'autres façons de penser en fait. Il y en a d'autres qui sont dans le salariat, mais c'est pas la majeure partie des gens. Et d'autres personnes qui sont c'est pas forcément dans les domaines similaires, mais qui s'en rapprochent en fait, avec qui je peux vraiment échanger. Et avec ton conjoint, vous avez réussi à vous aligner? Oui, beaucoup, parce qu'en fait, lui, il est entrepreneur aussi. Donc, il a son entreprise aussi. Du coup, on s'aide beaucoup, on se donne des idées. Il y a vraiment une émulation, tu vois, entre nous, et on parle le même langage. Donc, franchement, c'est encore mieux qu'avant, en fait. Qu'est-ce que tu penses que la petite Sophie de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Alors, en fait, comme je suis quelqu'un d'assez hypersensible, je pense qu'elle me dirait ça va t'aider. Cette hypersensibilité-là, n'en aie pas peur. C'est pas une faiblesse, c'est vraiment une force, et ça va t'aider en fait à comprendre les autres personnes et à créer des connexions. Et ça va être un soin aussi pour les personnes que tu vas rencontrer. Donc, n'aie pas peur de ça et fais-en une force. Ça me touche beaucoup. C'est vrai. Ouais, parce que c'est vrai que l'hypersensibilité, on en parlait avec Leslie Lucien, l'épisode, je pense, qui sera diffusé juste avant le tien. D'accord. Qui est hypersensible aussi. Moi, je suis hypersensible. C'est vrai que, c'est un truc, j'ai découvert l'hypersensibilité il y a peu de temps, en fait. Vraiment, tu vois, j'ai 39 ans, et clairement, je vois le nombre de personnes que j'ai interviewées qui sont hypersensibles, qui l'ont mal vécu une grande partie de leur vie jusqu'à, en effet, transformer cette singularité en une force. C'est totalement ça. C'est dur à porter parce que déjà, il faut comprendre. Tu vois, quand on s'écoule, je sais pas, de pleurs pour quelque chose d'injuste, et qu'on a du mal en fait à l'expliquer, et que ça prend des proportions importantes parce que c'est des émotions importantes en fait, et qu'en fait t'apprends à te dire que ça tu peux le canaliser pour faire ressortir de la beauté, notamment par la créativité, par l'écoute, par les conseils que tu vas donner, et qu'en fait t'arrives à permuter ça en choses positives. Alors là, c'est un trésor incroyable en fait. Et c'est toujours se dire ça, je peux transformer cette énergie qui est hyper puissante en un cadeau, quoi. Exactement. On dit dans la vie que quand on fait des choix, on fait des renoncements. Ça a été quoi pour toi, c'est quoi ces renoncements? Alors, pour moi, les renoncements, ça a été le fait peut-être de voir moins les gens aussi, parce que quand tu es à ton compte, en fait, tu travailles beaucoup. C'est le prix à payer aussi quelque part d'être à son compte, c'est de travailler beaucoup, c'est-à-dire de pas pouvoir sortir le soir tout le temps, de pas pouvoir forcément avoir des week-ends. Forcément, tu te coupes un peu du monde. Quand je dis couper du monde, tu vois, c'est que t'as moins le temps de voir les gens en fait. Et ce renoncement-là, ça a été un peu le prix à payer. Tu vois, je te disais tout à l'heure, j'ai perdu beaucoup de monde en termes d'entourage. Je pense que c'est en partie le fait que justement il faut que je travaille beaucoup pour pouvoir réussir, pour pouvoir m'en sortir, pour créer des choses, parce que je suis à la tête de mon entreprise et c'est moi qui fais tout aujourd'hui, tu vois. Donc j'ai pas de temps à perdre en fait. Et quand on me dit ouais, viens, tu viens passer l'après-midi avec nous, tu viens manger. En fait non, je peux pas, quoi, parce que si je fais ça, derrière moi j'accumule du retard, et c'est un prix qui est trop cher à payer pour mon entreprise, et je peux pas me le permettre tout le temps. Et à force, si tu veux, les gens, ça les essouffle et ils t'invitent de moins en moins, et tu vois. Mais je sais que c'est le prix à payer, j'ai pas le choix en fait. Après, c'est un équilibre à trouver, tu vois. Mais c'était le renoncement, je pense que c'est plus le renoncement social du coup, dans le sens avoir moins le temps de voir les gens. Après, tu vois là, ce que tu dis là sur le fait qu'en effet, il faut travailler beaucoup pour réussir. Tu vois, moi, c'était une croyance que j'avais vraiment ancrée en séance EMDR. Il y a une phrase qui est ressortie et où vraiment j'avais ça ancré. Et tu vois, là, je suis en train de suivre un programme sur l'abondance. Enfin, et il y a plein de messages, tu vois, qui m'arrivent en mode évidemment, il faut travailler pour réussir, et il y a pas de doute. Mais est-ce que finalement, on n'a pas tendance à vouloir en faire trop, et que finalement... Alors, en fait, de toute façon, c'est ton corps qui sait quand t'en fais trop. Si tu sens que t'es hyper fatigué, que t'en peux plus, là, faut t'écouter. Mais si t'as de l'énergie et tout ça, c'est que c'est ok. Et quand t'es chef d'entreprise, malheureusement, t'as plein de choses à faire. Tu dois faire les réseaux sociaux, tu dois écrire, tu dois faire tes formations, tu dois écrire tes mails, t'as beaucoup de choses à faire. Et ça, tant que tu peux pas, en fait, déléguer si tu veux, parce que t'as des caps à franchir, t'es obligé de le faire, quoi. Mais effectivement, tu as raison. Il faut aussi, alors l'abondance, bien sûr. L'abondance, ça, j'y crois totalement. Mais il y a quand même un travail à fournir, hein, parce que tu vois, il y a un peu des croyances de dire ouais, moi, je travaille 3 heures par jour et puis c'est bon, mon entreprise elle vit. Mais bon Dieu, combien de
d'entrepreneurs je vois faire ça et se casser les dents, tu vois. Donc il y a un équilibre entre je travaille trop et je travaille pas assez. Ouais. Je fais vibrer l'abondance, mais en même temps je fais ce qu'il faut, je prends mes responsabilités pour faire avancer les choses, pour prendre des décisions, pour, tu vois. Donc tu vois, il y a un équilibre à trouver de toute façon quand t'es entrepreneur, et je pense que le maître mot c'est écouter son corps. Quand le corps dit stop, c'est stop. Ouais. Mais tant que t'as d'énergie, que tu sens que c'est ok, que tu peux, vas-y. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser? La plus grande difficulté que j'ai eu à traverser. Ouf. Professionnellement, tu veux dire? Comme Ouais. tu veux. Question ouverte. Oh là là. Alors, en fait, moi, j'ai grandi sans papa. Donc, je dirais que c'est peut-être ça. C'est le fait d'apprendre à se construire sans père, tu vois, sans référence masculine, et apprendre à aller chercher ses sécurités à l'intérieur de soi. Donc, vraiment, Tu l'as pas connu, ton papa? non, je l'ai pas connu, mais quelque part, je le remercie parce que c'est une grande force aussi, tu vois, enfin, bon, je l'ai pas toujours pris comme ça, bien sûr, hein. Mais aujourd'hui, je le prends comme une force dans le sens où il m'a appris, si tu veux, à aller chercher vraiment puiser les ressources à l'intérieur de soi et de dire en fait, t'es capable de te construire. Parce que au début, j'étais un petit peu bancale, tu sais, avec juste la mère et pas le père, ça crée forcément un déséquilibre. Donc, je pense que le plus grand challenge de ma vie, c'est ça, c'est apprendre à se construire sans père et apprendre à trouver ses béquilles intérieures pour se sentir équilibrée et pleine sans la figure paternelle, qui finalement peut être aussi véhiculée par autre chose, mais bon, quand t'as pas de père, il y a un grand manque, hein, forcément. C'est quoi tes peurs aujourd'hui? Ah, mes peurs aujourd'hui. Mes peurs aujourd'hui. Bah forcément, c'est que de pas réussir professionnellement, hein, ça c'est sûr. De mourir sans avoir fait ce que je voulais, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui adore les voyages et j'ai très envie d'aller visiter plusieurs continents du globe et j'ai très peur en fait, si tu veux, de pas pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'il m'arrive un truc un jour et que je puisse pas voyager et faire les voyages qui justeront nourriront mon âme. Tu vois, des fois je me vois sur mon lit, enfin quand on dit toujours il faut que tu te vois un peu à la fin de ta vie pour voir si tu as vraiment réalisé tout ce que tu souhaitais. Puis je me pose la question, voilà, quel pays j'ai envie d'aller voir avant de m'éteindre. Voilà, c'est juste ça ma peur, c'est de pas pouvoir faire les voyages que je souhaite faire. C'est quoi du coup ces pays? Alors il y a l'Australie qui me botte beaucoup avec la Nouvelle-Zélande pour justement aller un peu découvrir cette faune et cette flore extraordinaire qu'il y a dans ce pays-là. Donc l'Australie, j'aimerais beaucoup aller aux États-Unis parce que j'y suis jamais allée de ma vie. Aller voir un petit peu comment ça se passe. Et j'aimerais beaucoup aller à Bali aussi. Tout le monde m'en parle et je ne vois que des images magnifiques. Et comme je sais que c'est un endroit où il y a beaucoup de spiritualité, même si c'est pas un endroit facile, je pense que c'est un pays qui doit te changer en fait. De quoi t'es la plus fière aujourd'hui? De mon courage, d'avoir osé. D'avoir osé, de pas avoir écouté mes peurs et d'avoir eu le courage d'essayer en fait, d'essayer de prendre le risque. Je pense que c'est surtout ça. Si demain quelqu'un te croise dans la rue ou sur Insta en disant t'as un super compte et tout, t'en es là que grâce à de la chance, qu'est-ce que t'auras envie de leur répondre? Bah encore une fois le travail, hein, de travailler dans le sens écouter l'intuition, tu vois, quand tu sens que quelque chose appelle les gens, quand ça peut résonner, ben vas-y quoi, fonce, crée des choses là-dessus, essaye de comprendre les besoins des personnes qui te suivent. Donc je pense qu'il y a bien sûr la composante travail, oui un peu la composante chance, mais je sais pas. Je pense que c'est le travail aussi qui amène la chance. Tu vois, il y a une corrélation entre les deux. Tu peux pas avoir de chance si tu provoques pas les choses, je pense. Et ça vient aussi tu vois, quand on dit travail, c'est un peu ça aussi, c'est aller provoquer, aller chercher les choses. Donc je pense qu'il y a un petit peu de ça et de confiance aussi. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui? Un conseil que j'aurais aimé recevoir. Que forcément les choses ça prend du temps
et qu'il faut pas être impulsif, qu'il faut pas se précipiter, qu'il faut pas à chaque fois remettre tout en question quand t'as un échec en fait, et que ça fait partie, tu vois, ça fait partie du chemin, et qu'en fait quand t'as un échec justement, ben c'est aussi pour que tu puisses comprendre comment améliorer les choses, et peut-être que c'est ça qui va ouvrir d'autres portes derrière, et que t'as plein d'opportunités derrière les échecs, parce que moi je les vois toujours comme, si tu veux, un ébranlement. Je me dis mon Dieu, ça y est, c'est la fin, je vais me casser les dents, c'est terminé. Mais en fait quand tu tiens un petit peu, tu sais, tu dis ah mais en fait c'est trop super, ça va m'amener ça, et ça me permet de comprendre ça. Donc de se dire que les échecs en fait ce sont pas des cadeaux empoisonnés, que ce sont des vrais cadeaux, et que ça te permet justement de consolider ton parcours, et d'améliorer tes forces en fait. Que c'est toujours, et puis il faut se dire qu'en fait tous ceux qui ont réussi, ils ont toujours eu des échecs, et que c'est ça qui permet aussi de construire la personne que tu seras demain. Donc ouais, Clairement. pas avoir peur des échecs, vraiment. D'ailleurs, tu vois, c'est marrant que tu dis ça parce que en créant Pourquoi pas moi, enfin le podcast, je me suis dit, je veux justement montrer que derrière toutes les réussites, il y a eu des échecs, qu'il y a eu des peurs et que ça fait partie du processus. Et tu vois, bon, l'exemple le plus parlant, c'est que quand tu apprends à marcher, tu te casses la figure un nombre de fois incalculable. Oh oui. Et qu'à un moment, bah, tu apprends à marcher et que tu sais que bah, justement ton pas, alors c'est pas du tout inconscient parce qu'on est petit, mais voilà, c'est vraiment c'est se relever une fois de plus en fait, le fait de réussir. Exactement. Et si tu t'es pas cassé une fois, par exemple, tu peux pas en fait moduler les choses, les modifier pour que ça soit encore mieux la prochaine fois. C'est impossible, puisque voilà, c'est en marchant en fait que tu apprends à modifier les choses, et c'est ça qui est beau en fait dans l'aventure de l'échec. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Ah, c'est dur comme question ça. Les meilleurs conseils qu'on m'ait donnés. Je sais pas si il y a un meilleur conseil qu'un autre en fait. Je suis pas sûre, parce que enfin, peut-être que je dirais que c'est quand mon conjoint m'a dit essaye quoi. Essaye, vas-y, essaye, et puis tu verras bien. Ouais, je pense que c'est celui-là. Parce que s'il me l'avait pas dit, j'aurais jamais tenté l'expérience. J'aurais jamais vécu tout ça. Donc oui, c'est peut-être celui-là. Essaye et on verra. Et c'est quoi tes prochains défis? Mes prochains défis, j'aimerais beaucoup faire de la radio, pour parler un petit peu d'Ayurveda à la radio. Ça, j'aimerais beaucoup, parce que j'aime bien la connexion avec la voix. Donc bah, justement, les podcasts que tu fais, je trouve ça super. J'adore ce format podcast en fait, où vraiment tu te connectes à la voix, aux vibrations de la personne. C'est magnifique. Et je pense qu'il y a plus de liberté aussi à parler avec la voix, je pense. Donc il y a quelque chose de très magique par la voix. Donc ça, j'aimerais bien pouvoir communiquer sur l'Ayurveda par la voix, donc à la radio. J'aimerais aussi écrire d'autres ouvrages sur le féminin et l'Ayurveda, par exemple. Enfin voilà, il y a plein d'autres projets que j'aimerais faire. Et bah pourquoi pas un TEDx aussi pour parler de l'Ayurveda. J'aimerais. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Exactement. Ouais. Exactement. Même si, tu sais, on se dit on est timide balalif, mais ça, voilà, c'est un entraînement. Faut avoir confiance. Ah, c'est du travail, hein. C'est, enfin, voilà, tu vois, moi j'ai pris un coach, qui m'a aidée et vraiment je le remercie mais du fond du cœur parce que il m'a. Alors moi j'avais pris des cours de théâtre enfant, enfin ado, ado parce que quand j'étais petite, j'étais timide et mes parents m'ont dit, bah là, ça te fera du bien, alors qu'en fait, au final, enfin, je me sens mais tellement bien à ma place sur scène, tu vois. Ouais, clairement, j'adore ça mais tu vois, le fait d'avoir pris un coach, ça aide vraiment à travailler la posture, à travailler. Alors la voix, je pense que j'avais pris des cours de chant et puis avec le podcast, j'avais déjà fait ce travail. Mais par contre, à structurer l'idée, en dire moins mais mieux, avoir les bonnes images et tout. Et c'est vrai que enfin, se faire aider. Alors, il y a des TEDx où tu es, en fait, en fonction de l'organisation du TEDx, il y en a où il y a on va te fournir un coach, d'autres où, ça dépend vraiment de la ville, en fait. Alors, c'est pas forcément la ville, en fait, les TEDx, c'est des associations. Donc, par exemple, moi, c'était une association d'une école de commerce. Tu peux avoir des gens c'est vraiment des entreprises. Enfin, t'as vraiment plein de déclinaisons différentes. D'accord. Ah oui, et qui sont entre nous plus ou moins professionnels.
Il suffit de voir déjà les images quand tu mets TEDx en France, tu vois. Moi, j'ai eu de la chance parce que pour le coup, la scène était magnifique, la lumière et tout, mais voilà, c'est pas, t'as pas du tout le même niveau. Et d'ailleurs, c'est un conseil qui m'avait été donné par une de mes invitées qui avait fait un TEDx, Anaïs Gauthier. Et elle m'avait dit, en gros, challenge-les sur le fait que t'aies un micro cravate et pas un micro à la main, sur les lumières, parce que finalement, le rendu, ça va tout changer sur. Ah oui, d'accord. Sur ce qu'on va voir. Important, en fait. Ouais, en fait, il y a un ensemble de choses auxquelles il faut penser. Okay. Et puis après, tu vois, moi, clairement, j'ai provoqué ma chance. J'ai vu que il y avait un TEDx dans ma ville, je les ai contactés et j'ai pas autant le livre, tu vois, comme toi, on m'a contacté, autant le TEDx, c'était un rêve. Je me suis mis en. T'as tellement bien fait. C'est ça, voilà, t'as provoqué ta chance. J'ai provoqué ma chance et puis. La porte, quoi. Exactement, et puis pas se dire il y a quelqu'un qui me dit mais non mais moi j'ai aucun ego sur ce genre de sujet et tu vois d'ailleurs j'ai fait un podcast donc qui sort aujourd'hui qui est sur les coulisses de ce TEDx, comment j'ai provoqué la chance, sur les questions et sur les questions que je me suis posées, à la fois sur la préparation mais aussi sur les peurs et tout. Et voilà, moi je le dis clairement, d'ailleurs j'avais postulé pour un autre TEDx où on m'avait pas prise. Et c'est pas grave en fait parce qu'en fait j'étais pas prête et c'est ça, c'est que t'avais des choses à modifier, à travailler. Clairement, c'était il y a 2 ans. Autant te dire que j'étais pas la même personne que je suis aujourd'hui, quoi. Et c'est ça qui est beau dans la vie, voilà. C'est que les choses elles s'ouvrent aussi quand c'est ok, quoi. C'est le bon moment, exactement. Et là, t'as senti que c'était bon et tu vois, ça s'est fait de manière fluide en fait. Carrément. Beau, hein. Bravo. Merci. Je te le souhaite de tout cœur. On en reparlera ensemble avec grand plaisir. Est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous? Un conseil de lecture. Alors. Attends, je réfléchis. Bon, alors c'est plutôt sur un sujet de l'Ayurveda. Alors après, il y a... Attends, je me souviens plus du nom de ce livre. Comment ça s'appelle? Je me souviens plus. Bon, tu me l'enverras à la limite. Je te l'enverrai, ouais. On va rappeler aux auditeurs que les questions ne sont absolument pas envoyées en amont. Non. Donc c'est pas du tout. Donc c'est vraiment du spontané et c'est voulu parce que ça permet vraiment de... En fait, en racontant l'histoire, quand mes invités racontent leur histoire, potentiellement, s'ils avaient réfléchi en amont, les réponses n'auraient pas été les mêmes. Et du coup, l'idée, c'est vraiment que ça sorte du cœur. C'est ça. Et en fait, là, je suis pas à la maison, si tu veux. Tu sais, je suis à la montagne et en fait, j'ai pas mes livres sous les yeux. Je sais que c'est un livre sur les lois karmiques, mais je me souviens plus du titre exactement de cet ouvrage. Donc, je sais qu'il est à la maison. Je t'enverrai le lien. Tu m'enverras le lien et je le mettrai. Je le mettrai. Le nom. Mais c'est un livre qui m'a permis en fait de comprendre aussi que déjà qu'on est acteur de sa vie et que tu vois, quand ça résiste aussi parfois, on dit toujours qu'il y a des karmas, il y a des choses que tu dois comprendre qui sont là parfois, tu sais, d'une ancienne vie et qui viennent du coup te travailler, te challenger et que c'est justement des choses que tu dois soulever, que tu dois aller voir, travailler vraiment en profondeur pour pouvoir justement permettre d'ouvrir la voie et de mieux arpenter le chemin que tu choisis en fait, pour avoir moins d'obstacles, moins de blessures, moins de choses qui se réaniment. Donc ça, c'était très très intéressant comme lecture parce que ça m'a permis d'ouvrir ce champ de conscience là en fait. C'est comme ça que j'ai compris ce que c'était qu'un karma et comment on fait aussi pour aller plus loin et soulever ce karma, soulever l'obstacle en fait. Des choses qui n'appartiennent pas forcément aussi. Clairement, ouais, ça c'est un truc moi que j'ai découvert, mais il y a vraiment pas longtemps du tout. C'est en effet le fait qu'on hérite des blessures transgénérationnelles. Et il y a un livre qui est génial. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer son auteur, c'est Natacha Calestrémé. Ah oui, très intéressant. Ouais. Et clairement, donc il y a son livre qui s'appelle Trouver ma place ou trouver sa place. Il est dans ma bibliothèque, mais mes yeux n'arrivent pas à lire le mot orange. C'est trouver sa place, je crois. Et en fait, clairement, donc c'est des protocoles, mais qui sont très très faciles à faire. En mode, t'allumes une bougie, tu appelles tes anges gardiens ou des êtres de lumière. Tu dis des phrases et c'est incroyable en fait la puissance de ça. T'en as essayé certains? Ouais, j'en ai essayé plusieurs. Wow. Et notamment, tu vois, j'en ai essayé un. Donc je l'ai interviewé fin juin.
D'accord. Et en discutant avec elle hors micro, je lui ai raconté, le burn-out. Je lui ai raconté aussi que j'avais découvert le fait que j'avais la blessure du jumeau perdu. En fait, on était deux dans le ventre de maman, Ah, d'accord. mais en fait, ma sœur jumelle serait morte à 7 semaines. Donc en fait, ça c'est une magnétiseuse qui me l'avait dit. Et j'en ai parlé avec maman et elle en avait aucune conscience. Mais le fait d'avoir ouais, c'est incroyable quand elle m'a dit ça. La magnétiseuse, ça m'a fait un frisson, mais dans tout le corps, mais un truc, mais genre en mode, c'est une évidence. Et si tu veux, après, bon, j'ai lu des livres sur le syndrome du jumeau perdu et c'est fou parce qu'en fait, c'est vraiment un truc où tu dis, bah oui, c'est ça en fait. Et c'est vraiment, ouais, c'est assez, C'est ça dans le assez, sens où ça il n'y a t'a pas de mis. doute. Ouais. Et En ça a mode, mis il n'y a peut-être pas en de doute. lumière des peurs que tu avais, comme tu disais, du jumeau perdu. Ça Ouais, peut des expliquer peurs, certaines choses. ouais, des peurs. Et puis, il fait vraiment des trucs, mais tu vois, toute petite, mes parents m'ont toujours dit que vraiment nourrisson, je passais mes nuits à hurler. Alors que j'avais assez mangé, j'étais en bonne santé et compagnie. Du coup, ils me mettaient entre deux portes entre les deux le couloir pour pas réveiller mon frère qui a 1 an et demi plus que moi. Et en lisant ce fameux bouquin sur le syndrome du jumeau perdu, en fait, bah, les bébés qui ont ce syndrome, bah, très souvent, c'est des bébés qui pleurent beaucoup. Ah, je savais pas du tout. Ouais. D'accord. Parce qu'ils Et ressentent l'absence parce qu'ils de ressentent la l'absence de personne. l'autre, c'est tu vois, toute ma vie, j'ai eu besoin d'avoir le chiffre 2. Enfin, je suis née un 2. Mon fils C'est est né un drôle. 2. Ouais. Le premier bisou avec le père de mes enfants, c'était un 2. Enfin, à chaque fois, C'est le fou. 2, toujours, même là où il n'y avait pas de 2, j'ai essayé d'en voir un. Enfin, vraiment plein de trucs. Et puis même sur le comportement. Enfin, tu vois, d'ailleurs, ils disent que c'est des personnes qui sont propices à faire des burn-out parce que tu vas vraiment chercher des choses assez extrêmes en toi. Hmm. Et le fait d'avoir compris ça, ça m'a libérée, mais un Ben oui, truc, mais j'imagine de bien. dingue. Hmm. Et du coup, je raconte ça à Natacha, et puis je lui raconte, je sais plus quoi d'autre. Et elle me dit, bah écoute, je te recommande de faire tel protocole dans mon livre, et tu verras, d'ici 24-48 heures, il va se passer quelque chose. Mon Dieu. Et Et je peux te c'était dire vrai? que 48 heures après, je me suis pris la plus grosse claque de toute ma vie. C'est vrai? D'une violence, mais limite j'ai envie d'en pleurer là Oh en là t'en là. parlant. Oh là là. Mais ouais, vraiment un truc, mais ouais, d'une violence, mais enfin ma vie s'est effondrée en fait. Ah ouais, d'accord. Mais Waouh. voilà, ouais. Et tu te dis, mais en même temps, il fallait que je passe par là pour pouvoir ouvrir les yeux sur une situation Ouais, c'est et sûr. tu vois, enfin, à ce moment-là, c'est pas la personne qui est venue à moi en me disant ça, c'est moi qui suis allée chercher l'information. Mmh. Je comprends, je Et comprends. j'ai posé une question qui a dénoué un truc et en fait, tu te dis waouh, enfin, le Punaise, truc c'est de fou. fou, quoi. Ouais, C'est-à-dire que ouais, t'as ouvert la porte en fait de cette espèce de vérité, c'est ça. pour recevoir en fait tes réponses. Mais Exactement. par contre, c'est vrai que quand tu émets ce type de questions, faut se préparer en fait à porter la responsabilité quand je dis Ouais, responsabilité, c'est-à-dire de se oui. dire OK, il va falloir que j'assume derrière en fait la réponse quoi, parce que ça va C'est peut-être pas ça. me plaire. Mais ah bah, enfin clairement, j'avais pas imaginé Ah bah du la réponse, tout. ouais, on l'attend Ouais, jamais comme elle peut c'est ça. arriver, c'est vrai. Mais bon, tu vois, après j'ai continué à faire ces protocoles sur d'autres choses et tout, et en fait à chaque fois, je sens qu'il se passe quelque chose. Alors après, Mmh. là, bah, de toute façon, ce truc-là, il fallait que ça sorte, donc Tout à fait. parce qu'en fait, je sentais bien qu'il y a un truc qui allait pas, et je me bouffais de l'intérieur parce que Mmh. je sentais qu'il y avait un Mmh. truc qui allait pas, et donc au moins là, j'étais fixée. C'est ça. Et le truc, c'est que ouais, en fait, je me dis à chaque fois, tu vois, j'ai continué et à chaque fois, j'ai vu le deuxième effet qui se coule, mais là, enfin, parce que bon, on m'écoute, on peut se dire, bah non, mais moi, j'ai pas. Enfin, après, je pense que clairement dans la vie, il y a des moments où on ne veut pas savoir. On veut pas savoir, non. On Mais veut c'est pas savoir pas toujours bien. et parce que parfois, alors peut-être parce que c'est pas le bon moment pour soi. Oui, ou on a peur aussi, tu vois, d'affronter la réalité parce qu'on se Ah dit mais qu'il va y avoir clairement. un chamboulement derrière et qu'on n'est Mm. toujours simplement pas prêt, tu sais, Ouais, parfois à quitter aussi sa zone de confort, hein. Ça peut être par courage, parfois ça peut être par lâcheté, faut dire les choses. bien sûr. Et oui, tu as raison, parfois c'est juste pas le bon moment parce qu'on sait qu'on n'aura pas l'assise à Ouais, ce moment-là d'affronter la réalité et c'est ok aussi comme ça. ouais.
Mais parfois, c'est aussi reculer pour mieux sauter. Et tu vois, je vois ça comme du pu dans un bouton. Il y a un moment, c'est le temps d'aller le percer, il y a un moment, dans tous les cas, il y a un moment, ça va sortir. C'est après, ça va sortir, de gré ou de force. Donc, autant accompagner aussi parfois et permettre après, que ça, tu ça vois, passe vite. Aujourd'hui, c'était fin juin, donc avec 2-3 mois de recul, je me dis que le fait que ça m'arrive aujourd'hui, alors que je sais qui je suis, enfin, tu vois, ça repart par rapport au début de la discussion qu'on avait, c'est qu'aujourd'hui, voilà, j'ai les pieds ancrés, je sais qui je suis, et du coup, ça m'apporte une force que jamais j'aurais pu avoir en fait avant. Donc du coup, donc c'est arrivé pour toi en fait à un moment où tu étais prête à l'accueillir en fait. Exact, et prête à pouvoir ne pas m'effondrer et à faire face à cette situation. Ouais, je comprends. Ouais. Mais en fait, c'est là où on se dit que tout est un petit peu. C'est pas que tout est dessiné, mais que voilà, la vie, elle a vraiment une intelligence et il faut faire confiance en fait. Exactement. Si ça doit se passer comme ça, même si c'est pas agréable, c'est qu'il y a une raison. C'est clairement, ouais. Enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai développé une confiance en la vie qui est extrême et que je me dis, mais en fait, rien. Enfin, la vie, enfin, quoi que ce que la vie t'apporte comme chose à affronter, en fait, tu fais confiance en fait. Fais confiance parce que après, ça sera encore plus beau, quoi. C'est ça. T'as des choses à aller chercher et faut pas avoir peur, même si c'est dérangeant, même si c'est déstabilisant, même si c'est douloureux. Et ça sera certainement douloureux, mais oui. C'est ça. T'as pas le choix. Il faut, sinon tu vas pas avancer ou tu vas stagner ou tu vas. Exactement. Tu vas soit tu restes tu vois, d'ailleurs j'ai fait un post là il y a pas longtemps là-dessus sur Insta, c'est soit t'as la posture de victime et tu subis, soit t'as la posture de en fait non, je suis maître de ma vie et j'avance. Et j'avance et j'ai confiance et je fais ce qu'il faut pour avancer et continuer. Exactement, ouais. C'est ça, c'est prendre la responsabilité de sa vie et se dire que c'est nous le capitaine à bord et que on n'a pas le choix en fait, sinon personne va te porter ou faire les choses à ta place. Et ça c'est très important, je pense, c'est de reprendre la responsabilité de soi, de ses choix, de ses décisions, de se dire en fait c'est toi qui décides. Il y a que toi qui peux prendre les décisions. Donc fais-le, bien sûr réfléchis bien, pose les choses, mais fais-le parce que ça avancera pas si. Ouais. Pour les personnes du coup qui veulent découvrir ton travail, donc qui vont sur lesaventuresvertesdesophie.com, je mettrai évidemment le lien sur le blog et puis je te taguerai sur les réseaux sociaux pour que on puisse découvrir tout ça. D'accord. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte ? Alors, à qui déjà à mon conjoint, merci d'avoir cru en moi et de m'avoir poussée, de me challenger à chaque fois pour me dire que je suis capable d'y arriver, qu'il faut pas que j'ai peur. Merci aussi à la vie de m'offrir ces aventures, qu'elles soient positives ou négatives, et de me permettre aussi de mieux me construire, de mieux me découvrir. Merci à merci à toutes ces rencontres que je fais parce que à chaque fois il y a un cadeau derrière tout ça. Même s'il est négatif ou positif, comme on disait tout à l'heure, c'est toujours un cadeau. Et en fait, on dit toujours que c'est un miroir, tu sais, de toi. Un miroir, soit de ce que tu dois travailler et que t'assumes pas, soit de tes propres forces et que tu veux pas développer ou que tu veux pas voir. Et c'est toujours des jolis miroirs. En fait, chaque rencontre est un miroir, une porte de développement, de conscience, d'avancée. Et c'est ça qui est beau dans l'humanité aussi. C'est peut-être un peu cliché, mais c'est vrai, je le vois vraiment comme ça. À chaque fois que je fais une rencontre, je me dis c'est un miroir ou il y a un cadeau en fait. Il y a un cadeau, quelle que soit la rencontre. Tu vois, que ça soit un sourire, une parole, un mot parfois déplaisant, une discussion, une proposition, enfin, c'est toujours des beaux cadeaux et voilà. Merci, merci à la vie pour toute cette globalité-là. Vraiment. C'est vrai, ouais, clairement, parce qu'en fait, tu dis, chaque rencontre que tu fais, même si en effet c'est quelqu'un de désagréable, ça te permet d'apprendre à te connaître, à comprendre pourquoi ça t'irrite, ou te dire, mais en fait, cette personne, je veux surtout pas lui ressembler. C'est ça. Ouais. Et c'est exactement ça. Ouais. Donc ça te permet aussi de mieux t'aligner avec toi-même, ouais. Clairement. Un immense merci Sophie. Merci. Et puis on suit la sortie de tes nouveaux livres, de ton oracle. Je partagerai tout ça avec la communauté. Écoute, avec grande joie. Merci à toi de m'avoir invitée pour cette jolie discussion. Avec plaisir. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi. Et en attendant, si le podcast vous plaît, soutenez-le en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. À la semaine prochaine!